La nuit des influenceurs, ça se déroule ce soir au Collège des Bernardins à partir de 20 h. Les influenceurs chrétiens, le frère Paul Adrien aura l'honneur de présider la cérémonie en présence du jury. La chanteuse Dana Jo animera la scène. Il y aura des remises de prix. Plus de 50 influenceurs chrétiens seront sélectionnés dans diverses catégories, prêts à être récompensés pour leur engagement et la qualité de leur travail. C'est donc un grand débat un peu spécial, pas l'actualité de la semaine revisitée par des journalistes, mais plutôt des influenceurs, puisque oui, j'ai eu cette idée, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire leur connaissance, leur donner un petit peu la parole, les mettre à la radio. Vous savez qu'il y a des synergies entre les médias, les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'importance, et ce que l'on fait quasiment à la radio a moins d'importance que ce qui va être dit, entendu sur les réseaux sociaux, qui sont des débouchés aujourd'hui et des accès en particulier à la jeunesse. Donc il y a 3 influenceurs qui sont avec nous ce matin, que vous verrez donc ce soir au Collège des Bernardins si vous vous y rendez. Il y a, je vais commencer, si on peut dire, dans le grade le plus élevé, c'est le père Simon de Violet que je vais présenter. Bonjour père. Bonjour. Alors père, je vais vous présenter. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, ordonné en 2020 pendant le Covid, vicaire à la paroisse du Saint-Esprit près du Bois de Vincennes. Et vous êtes en mission d'études à l'Institut catholique de Paris sur l'histoire de l'Église. Vous faites un mémoire sur le diocèse de Paris pendant la Révolution française. Tout à fait. Vous êtes donc influenceur, vous endossez l'étiquette. Il y a un label ? Micro-influenceur, nano-influenceur, je ne sais pas comment dire, mais moi j'ai moins de 10 000 abonnés, donc je suis plutôt un peu un fantôme quand même dans tout cet univers. Mais c'est vrai que Paul-Adrien Dardemar, par exemple, il préfère dire prédicateur, peut-être parce qu'il est dominicain, mais influenceur, pourquoi pas, d'une certaine manière. On va en parler justement, ce qu'est l'influence et qu'est-ce qu'est un influenceur aujourd'hui. En tout cas, vous avez créé en janvier 2021 la chaîne YouTube Catholand, actuellement un peu moins de 7000 abonnés, ce qui est déjà substantiel. Présent aussi sur Instagram, vous avez rejoint le réseau Acutis à sa création fin 2022, et ça tombe bien puisqu'on sait que Carlo Acutis va être canonisé. Vous collaborez avec la Conférence des évêques de France et le diocèse de Paris. Voilà pour votre présentation. Merci beaucoup d'être avec nous donc ce matin, père Simon de Violet. Autre influenceur que nous avons réuni, Paul Delafosse, qui représente Amen. Bonjour Paul Delafosse. Bonjour à tous. Alors Paul Delafosse, vous avez 24 ans, vous terminez vos études de communication au CELSA, vous avez lancé Amen, c'est un média vidéo sur les réseaux sociaux en septembre 2022, vous commenciez une année de césure à l'époque, et l'idée de ce média Amen, c'était d'investir les réseaux sociaux pour y affirmer une présence chrétienne via de nombreux formats, micro-trottoirs, vidéos face caméra, sur des sujets de société ou sur l'histoire de l'Église, reportages, humour. Votre cible est large, il s'agit de toucher ceux qui ne connaissent pas Dieu tout en encourageant les cathos pratiquants. Voilà pour la présentation. Donc 24 ans pour Paul, également 24 ans pour le 3e influenceur que nous avons réuni aujourd'hui, qui s'appelle Victor. Bonjour Victor. Bonjour. Vous êtes actif sur Instagram, YouTube, TikTok, Facebook depuis 3 ans et demi même, et à plein temps depuis octobre dernier sur la chaîne Le Catho de Service. Et vous êtes le premier laïc à plein temps pour l'évangélisation en ligne. Ça, c'est une baseline, si on peut dire. Alors, c'est ce qu'on m'a dit, je les crois. Très bien. Écoutez, on vérifiera, si je puis dire, mais c'est aussi important de le dire. Et le but, c'est d'encourager les gens dans la foi en publiant des vidéos sur Internet, et vous donner aussi des conférences sur la mission et l'apologétique. Voilà donc nos 3 influenceurs réunis ce matin. Alors, je me suis dit, on va essayer d'explorer la question sous 4 angles. Une première partie qui va poser une question toute simple. Quel est le sujet dans l'actualité de cette semaine qui vous a touché et pourquoi ? C'est-à-dire, en tant qu'influenceur, comme le grand débat vise à commenter l'actualité, on va partir d'un sujet dans l'actualité qui vous a peut-être ému et dont vous pourriez tirer un enseignement pour le public qui est le vôtre. Alors, on va commencer avec vous, père Simon de Violet, peut-être. Bien sûr, écoutez, il y avait beaucoup de sujets dans l'actualité, évidemment. Il y en a un qui a attiré mon œil particulièrement, qui est sorti juste hier d'ailleurs. C'était un sujet un peu statistique. Alors j'ai cette approche, cet intérêt historique et sociologique, statistique, et j'ai vu que plus de la moitié des Écossais désormais se disent sans religion, donc plus de 51%. Et c'est très intéressant à plus d'un titre. D'abord parce que c'est une nation historiquement protestante, donc c'est pas du tout uniquement une exclusivité catholique, si j'ose dire. Ensuite, parce que ça fait suite à ce qu'on a pu voir aussi déjà aux États-Unis l'année dernière, où il y avait toute une grande étude qui expliquait que presque 30% des Américains, quand même, des États-Uniens, se considéraient aussi comme sans religion. C'est une catégorie sociologique qu'on appelle les nones, et une catégorie qui certainement est en croissance aussi en France. Mais alors, ça nous intéresse particulièrement, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, parce que au moins la moitié de ces gens, d'après cet article qui était dans La Croix, explique qu'ils ne sont pas vraiment affiliés à une religion ou à une église, tout simplement parce que, ils n'aiment pas les organisations religieuses. Ils ne se définissent pas. Ils refusent de se définir en un sens. Et pour nous, c'est important parce que sur les réseaux sociaux, on peut un peu briser les différentes frontières. Alors bien sûr, on est
catholique, mais on a quand même une capacité à rejoindre toutes les personnes qui ont des difficultés institutionnelles et peut-être à les faire revenir ou à les faire changer d'avis. Par nature, justement, ces réseaux sociaux brisent les cloisonnements traditionnels. C'est un peu l'objet même. l'universalité d'Internet qui, pour nous, est une opportunité. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie vraiment de faire parce qu'une grande partie de ces personnes aussi expriment le fait que plus de la moitié d'entre elles, ils sont intéressés par le spirituel. Donc, ce ne sont pas des personnes qui sont éloignées ou totalement neutres sur ces questions. En fait, ils sont vraiment intéressés. Sauf qu'ils ne se retrouvent pas dans une institution. Alors, sur Internet, on essaie d'en profiter pour creuser ce sillon-là. Allez, si on devait mettre un label, parce que dans l'émission, à un moment, il y avait une rubrique avec laquelle d'ailleurs on peut renouer, c'est Miserere ou Alléluia. Pour vous, cette info, c'est plutôt un Miserere ou un Alléluia? C'est un faux Miserere. Moi, je pense qu'il y a une opportunité derrière tout ça et on va essayer avec le réseau Acutis, avec la Nuit des influenceurs, de montrer qu'il y a une possibilité justement d'ouverture à ce niveau-là, mais qu'il faut aussi être capable de changer de point de vue sur certaines choses ou au moins d'y être ouvert. Allez, première info sélectionnée par le père Simon de Violet, donc Victor ou Paul? Paul, allez, échange d'amabilité. C'est Paul qui commence. Je peux prendre la parole. Moi, il y a un sujet qui m'a pas mal marqué. C'est donc le projet de fin de vie qui va arriver à l'Assemblée nationale donc la semaine prochaine. Les débats commencent à l'Assemblée dans l'hémicycle donc le 27, c'est lundi. Mais déjà, il y a eu des premiers débats en commission, donc une commission spéciale, où le projet est discuté, etc. Et on a vu déjà les premiers garde-fous sauter de ce projet. J'ai trouvé ça assez inquiétant. On sait que c'est un projet qui peut nous faire basculer, qui peut faire basculer notre société. Je pense qu'il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. Il y a des ambiguïtés qui sont mises sur ce texte, notamment sur les conditions d'accès à la fin de vie. D'ailleurs, il y a des galipettes sémantiques qui sont faites par les politiques pour essayer plus ou moins de cacher le terme euthanasie, etc. On parle d'aide à mourir, de suicide assisté. Mais voilà, en tout cas, les conditions ont déjà été élargies d'accès au suicide assisté. Et donc maintenant, le fait d'avoir une maladie incurable n'est plus le seul, et d'être dans un délai assez court n'est plus le seul critère. Donc avant même de passer dans l'hémicycle, ce projet inquiète, et même le gouvernement, la ministre Agnès Firmin-Le Bodo, qui porte ce projet, est inquiète... Qu'il portait du moins. Qu'il portait, pardon. Est inquiète de la tournure que ça a pris. Et pour faire le lien avec notre mission d'influenceur, je pense que ça va être un vrai sujet, je pense, à défendre. Il va falloir mettre de la vérité là-dedans. Voilà, je trouve ça assez inquiétant qu'on parle de la vie ainsi. On a déjà une loi aujourd'hui sur les soins palliatifs qui a du mal à être appliquée. Je crois qu'il y a c'est à peu près 50% des personnes qui devraient pouvoir accéder aux soins palliatifs qui n'y ont pas accès. Et on va court-circuiter ce débat avec un débat sur la fin de vie qui s'annonce assez violent. Donc voilà, il va falloir des hommes courageux, des hommes politiques, mais aussi, je pense, des paroles sur Internet, des paroles de catholiques pour mais à 24 ans, c'est un sujet qui intéresse votre public? Oui, je pense que c'est un sujet qui intéresse mon public. Alors déjà, l'audience sur Internet n'est pas spécifiquement la même. Je n'ai pas que des jeunes de 24 ans qui suivent le média qu'on tient. Donc ça, on touche un peu plus large, mais je pense qu'à 24 ans, oui, c'est des sujets qui doivent nous intéresser parce que c'est réellement l'avenir de notre pays. Donc là, j'imagine, c'est plutôt un Miserere quand même. Alors, moi, je fais peut-être pas bien la distinction. C'est pas trop, mais c'est pas une info qui vous réjouit. Mais bon, d'un côté, ça permet de se positionner sur plutôt, des sujets de fond. Oui, plutôt un Miserere. Si. Victor. Pour notre réseau Acutis, une bonne nouvelle, à mon avis, c'est la canonisation prochaine de Carlo Acutis. Jusque-là, bien heureux, Carlo Acutis. On savait déjà qu'il était au ciel, mais donné en modèle à l'Église universelle, il y a un nouveau miracle qui lui a été reconnu. Et je crois que c'est une bonne chose, parce que ça nous encourage dans la mission, ça nous donne un nouveau modèle et un jeune, là où parfois... Le geek de Dieu, comme on l'appelle. Exactement. Là où on peut rappeler un peu, très rapidement, Victor, qui il était, puisque c'est vraiment un saint qui est en phase avec sa génération. C'est un jeune Italien qui aimait beaucoup Internet, et puis il a fait beaucoup de choses sur Internet. Il est mort à 15 ans d'une leucémie, il me semble. Et puis, il était très, très pieux dans sa vie. Et puis, il utilisait en fait les moyens qu'il avait à sa disposition pour l'évangélisation concrètement. On lui doit, par exemple, une exposition sur les miracles eucharistiques.
Il en a répertorié, il me semble, 136 à travers le monde. Et du coup, c'est très très beau. Ça nous encourage, ça nous fortifie aussi dans la foi. Et on se dit qu'il a 15 ans. Alors, c'est hyper inspirant. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Et là où justement beaucoup de gens ont du mal à se retrouver dans une institution, ça dépoussière, si on reprend les mots de certains, l'image de l'Église, qui à mon avis n'est pas du tout poussiéreuse, mais ça peut être, oui, une nouvelle fois, encourageant. Je n'ai pas regardé les archives, mais ça doit être assez rare les parents qui assistent à la canonisation de leur enfant. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, sans doute, hein, mais enfin sans doute peut-être, je ne sais pas. Père, vous avez des infos là-dessus? Oula, compliqué. Je pense que ça a dû arriver, effectivement. On a tous aussi en souvenir d'autres situations très intéressantes, comme par exemple Maximilien Kolbe, où il y a quand même eu des personnes très concernées par son histoire qui étaient présentes lors de sa canonisation. Donc ça peut arriver, bien sûr. Là, c'est quand même assez exceptionnel, à la fois par la jeunesse de cet enfant, de cet adolescent, et aussi par le témoignage de sa mère. Alors la mère de Carlo Acutis, elle est très présente, et elle a vraiment une parole très compréhensible, d'abord parce qu'elle parle français, ça c'est génial, mais en plus parce qu'elle elle a été convertie par son fils, d'une certaine manière. Elle est venue à Paris il n'y a pas très longtemps, elle était à la paroisse Notre-Dame-des-Champs pour faire une conférence, et elle fait des témoignages comme ça sur Internet, elle dit des choses vraiment profondes, très intéressantes, et elle fait un peu cette promotion spirituelle très utile et très exaltante pour nous de son fils, en donnant des témoignages, en donnant des anecdotes. Et donc, on est très heureux qu'elle soit présente, effectivement, pour cette aventure extraordinaire. Et ce jeune homme qui, par ailleurs, avait fait, j'ai appris juste hier, un site internet aussi pour les prêtres. Donc ça, c'est beau quand même. Ah bah oui, quand même. Qui s'appelait alors, vous m'en demandez trop, là. Mais je sais qu'il avait fait un site pour les prêtres, ce qui, à 15 ans, est plutôt rare. Qui était destiné à quoi? Alors, aucune idée, j'ai lu ça vraiment très rapidement, parce que j'ai appris juste hier, comme tout le monde, hein, cette histoire de canonisation. Mais j'aimerais bien creuser justement cette affaire pour voir exactement de quoi il s'agit. Tout le monde connaissait ce site qu'il a fait sur les miracles eucharistiques, mais après le reste... Ce qui est amusant, c'est que le site a hyper mal vieilli. Quand on le regarde aujourd'hui, c'est très vieillot, etc. Et oui. Alors pour nous, c'est un saint moderne, et je pense qu'on s'identifie énormément à lui en tant qu'influenceur, entre guillemets, parce que son histoire, évidemment, nous parle. Mais on voit aussi à quel point l'histoire va vite et les moyens de communication vont vite, parce que le site, aujourd'hui, je trouve, est un peu difficile à regarder. Il pique un peu les yeux, quoi. Oui, oui. Bah, il est mort en 2006, c'est-à-dire juste avant le déploiement de Facebook en France, quoi. Donc il y avait quand même les réseaux sociaux un peu débutants, il y avait MySpace et des trucs comme ça. 2006, c'était encore très haut, mais il n'y avait pas encore tous les réseaux qu'on connaît aujourd'hui, évidemment. Et donc une génération, on pourrait dire, ça se renouvelle quasiment tous les 5 ans. Oui, Donc, sur Internet, le temps est vraiment... Victor, ton temps est compté. Aïe, 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 aïe. Mais Victor, avec le réseau Acutis, justement, dites-nous peut-être un mot de cette question-là. C'est-à-dire, comment vous en parlez à votre public? Dans quelle mesure Carlo Acutis devient une vitrine, un support, un moyen d'évangéliser? Tout simplement parce qu'il est jeune déjà, et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes, et il était complètement décomplexé. C'est-à-dire, il y a ses amis à un moment donné qui lui disaient pourquoi t'as pas de copine? Et il disait j'en ai une, et il y a une femme dans ma vie, et il amène ses amis à l'église, il leur montre la Vierge Marie. Et c'est quand même c'est cette foi-là complètement assumée, décomplexée, joyeuse. Il allait à la messe tous les jours depuis sa première communion, je crois. Et puis, il inspirait ses amis aussi. Donc nous, sur les réseaux sociaux, je pense qu'on peut complètement s'appuyer un petit peu sur son témoignage à lui pour dire, mais vous êtes jeune aussi, on est jeune aussi. On n'a aucune raison, en fait, d'avoir peur de notre foi. Ça n'a en quelque sorte... Qu'est-ce que c'est une sainteté décomplexée, Victor, Paul, Père Simon de Violet? Le fait d'en Victor. parler tout simplement, joyeusement. Le fait de pouvoir dire, oui, je suis chrétien, je suis catholique, et je suis heureux. Et si tu veux en savoir plus, viens, vois, et puis on discute si tu veux. On a des arguments, c'est solide. La recette est assez simple. Oui, je crois. C'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire c'est pas forcément un saint qui va faire une thèse ou qui va... Vous voyez, j'essaie de trouver justement des points de convergence avec ce qui peut intéresser la génération actuelle ou les jeunes actuellement, c'est qu'on peut se dire que c'est accessible. En fait, même le pape lui-même, il me semble, dit chaque baptisé, peu importe son niveau d'éducation, son instruction dans la foi, est un acteur de l'évangélisation. Donc le simple témoignage de foi, même si on n'a pas fait des thèses, même si on n'a pas tous les arguments en tête, le simple fait de pouvoir dire ce que Dieu a fait dans notre vie personnelle, ça peut déjà faire des belles choses. Est-ce qu'il était beaucoup dans le témoignage, Carlo Acutis?
Parce que c'était une grande mode aussi, y compris dans l'édition catholique, de faire parler les gens sur leur rapport à Dieu. Est-ce qu'il était beaucoup dans cette veine-là? Je pense que Père Simon de Violet. c'était une époque quand même un peu différente de la nôtre. Vous avez parlé de sainteté décomplexée, c'est intéressant. Moi, je dirais qu'il y a deux choses à ce niveau-là. Il y a d'abord la religion décomplexée avant d'avoir une sainteté décomplexée. On fait aujourd'hui un témoignage dans le catholicisme, mais dans d'autres religions aussi, beaucoup plus intense et beaucoup plus sincère, si j'ose dire, et beaucoup moins gêné de la religion. Je remarque moi-même à l'aumônerie, collège, lycée, je vois des jeunes qui amènent leurs amis, ce qui n'aurait jamais été pensable quand moi j'avais leur âge, à l'aumônerie pour découvrir un peu, et puis ils restent comme ça, ils s'investissent, ils discutent, etc. De même, je constate qu'en discutant avec des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans très souvent, ils vont parler de religion, ils vont parler de leur rapport à Dieu beaucoup plus simplement que ce qu'on pouvait faire il y a encore 15 ou 20 ans. Donc, même à l'époque de Carlo Acutis, alors il y a bien sûr le contexte italien, une culture un peu différente, quand même un rapport à la religion un peu différent, mais je pense qu'on n'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Moi, j'ai constaté que, d'ailleurs, dans d'autres religions, c'est pareil, on voit aussi avec l'islam, j'ai constaté par exemple à la rentrée 2022 très précisément, qu'il y avait tout d'un coup une multiplication des signes religieux extérieurs qui montrent que, et j'ai remarqué à cette époque, que c'était surtout des jeunes filles entre 15 et 20, 25 ans, quoi. Donc il y a un rapport à la religion décomplexé qu'on peut commenter, qu'on peut qualifier, qu'on peut évaluer, mais qui existe aussi dans le christianisme. En revanche, est-ce que la sainteté est décomplexée? Ça, c'est à nous aussi de faire ce travail dans l'évangélisation. Père Simon de Violet, Paul Delafosse, Victor, 3 influenceurs, la nuit des influenceurs ce soir au Bernardin. Je vous avais demandé donc de sélectionner 3 sujets. On a commencé par cette question liée à l'actualité et vous l'avez fait, donc l'Écosse où 50% des gens, 51% des gens se disent sans religion. Après, on a parlé donc de Carlo Acutis et puis on a parlé de la fin de vie. Voilà pour les 3 sujets qu'on a sélectionnés ce matin. Autre question que je voulais vous poser ce matin en lien avec l'influence. On est dans cette semaine de la Pentecôte entre le pèlerinage de Chartres et la Marche pour Jésus. La Marche pour Jésus, c'est demain à Paris qui se présente de la façon suivante. Je suis allé voir simplement sur leur site et donc la Marche pour Jésus dont j'avais reçu déjà les représentants. C'est l'événement chrétien annuel régulier non institutionnel le plus important en termes d'impact grand public au niveau national. Notre seule revendication, proclamer l'amour de Jésus. C'est donc demain dans les rues de Paris. Alors je voulais savoir s'il fallait transpirer, s'il fallait marcher aujourd'hui pour être vu, pour être entendu. Ce qui à première vue est contre-intuitif par rapport aux réseaux sociaux. On est quand même devant son écran. Simon de Violet, Père, Victor, Paul Delafosse. Paul. Alors déjà, je pense qu'au-delà d'être des actes de communication, je pense que ces moments sont des vrais beaux moments de foi. J'ai eu l'occasion de partir au Pélé de Chartres juste une journée que je découvrais, puisque je ne l'avais jamais fait, pour faire un petit reportage. Donc j'ai été frappé par la joie et la fierté de ces jeunes. Maintenant, évidemment, je pense que ça interpelle. Ça interpelle les gens qui voient partir. Donc la procession est partie de Paris. Et vous avez toutes les personnes qui sortent de leur balcon, qui voient ces pèlerins fiers d'assumer leur foi, sortir, etc. Je pense que c'est un magnifique témoignage, oui. Alors après, est-ce qu'il faut transpirer pour témoigner? Je pense que c'est une manière de témoigner, mais je pense qu'il y a plein de manières de le faire, et peut-être que nous aussi, en tant qu'influenceurs, on montre qu'il y a d'autres manières de le faire, peut-être en travaillant depuis chez nous, en travaillant en ligne, etc. Je pense que... Oui, vous avez dit, j'ai fait un reportage, donc ouais. Vous êtes intéressé au phénomène, pour dire quoi? C'était une découverte pour montrer un petit peu la spiritualité, ce qui se vit là-bas, pour montrer qui sont ces jeunes qui sont attirés. Il y a un fort attrait aujourd'hui pour le pèlerinage de Chartres. Donc j'avais envie moi aussi en tant que catholique de me faire une idée sur ce que c'était. Et puis j'ai envie de montrer la beauté au-delà de ce qu'on peut montrer, je sais pas, dans les médias plus classiques, parfois un côté un peu identitaire, etc. Avoir ma propre idée et puis montrer la beauté de la spiritualité de ces jeunes aussi, ce qui est admirable. Et j'ai pas été déçu, j'ai vu vraiment beaucoup de joie. Mais donc nous on travaille en ligne, là vous avez parlé d'un événement qui est physique, mais c'est important de voir que les deux font la paire, quoi, et que nous, notre travail, c'est aussi, en tout cas moi je le perçois comme ça en tant qu'influenceur chrétien, en tant que média, c'est de relayer tout ce qui se vit de beau dans le monde concrètement et de le partager plus largement sur les réseaux sociaux à tous ceux qui n'auraient pas vu le départ de ces processions. Victor. En fait, ça nous aide aussi de voir tout ça. Et le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, je pense que Paul l'a très bien dit, on peut, même si on ne transpire pas directement, on peut porter ce témoignage aussi simplement en parlant
après sur les réseaux sociaux. Donc transpirer, il y a plein de manières de transpirer. On peut du coup aussi transpirer sur les réseaux sociaux. On peut aussi bien transpirer en étant complètement anonyme, mais en faisant quelque chose d'utile selon nos talents. Après, quand même, le fait d'être vu, il me semble que c'est une chose importante. Peut-être pas être vu en tant que personne, mais en tant que chrétien, en tant que voilà, pour transmettre ce message-là. Et en tout cas, tous ceux qui sortent et qui vont dans la rue pour affirmer leur foi, à mon avis, ça fait du bien. Mais ils ne le font pas ensemble, hein. La marche pour Jésus, c'est plutôt de coloration évangélique. Ça réunit d'autres publics que le pèlerinage de Chartres. Ce sont des gens qui ne se voient pas, qui ne se fréquentent pas, mais qui partagent une foi dont on peut supposer qu'elle est commune. Qu'est-ce que vous en pensez, Père Sémon de Violet? Non, je pense qu'ils se voient en fait. Ils se voient, mais ils se voient à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers tout ce tout ce que vous faites ici à Radio Notre-Dame. Faut-il transpirer pour être vu? Alors moi, je dirais que oui, il faut transpirer, parce que depuis toujours, la foi, c'est aussi une affaire d'effort. Quand on voit même Jésus avec sa famille, il faisait comme les Juifs de son temps, hein. Il allait 3 fois par an à Jérusalem, il traversait des régions un peu arides, parfois un peu dangereuses avec sa famille, pour la Pâque, pour la Pentecôte, pour la fête des Tentes, et encore aujourd'hui, effectivement, et depuis toujours, la foi est une affaire, si j'ose dire, d'effort, on va dire, de transpiration. Quand on pense au grand pèlerinage, Saint-Jacques de Compostelle. Et donc public. Oui, il y a un aspect public dans la foi qui est extrêmement important. Et c'est pour ça que quand on est à Paris, par exemple, et qu'on fait une demande à la préfecture pour faire une procession, pour le vendredi saint, pour la fête Dieu, pour d'autres occasions, eh bien, ça nous est presque tout le temps accordé, tout simplement parce qu'il y a une nécessité d'expression publique de la foi. Alors, Victor et Paul sont trop modestes, parce qu'en fait, ils transpirent dans ce qu'ils font. En vérité, surtout, je me souviens, j'ai été très frappé par ça dès le début, le média Amen est un média qui a toujours été vers les autres. Il sort dehors avec son micro, il va parler à des gens qu'il ne connaît pas, comme ça. Si ça, c'est pas une affaire de transpiration, je veux dire, il y a quand même un risque, et Victor le fait aussi beaucoup, moi je fais pas du tout ça sur Catoland, en fait, il y a quand même un risque de se prendre 10 000 râteaux, et c'est un peu compliqué, donc il y a une sorte de transpiration intérieure, on va dire. Mais c'est vrai que l'aspect de visibilité est important. Alors, faut-il transpirer pour être vu? Bien sûr qu'il y a une nécessité de publicité. Être vu d'abord par Dieu parce qu'on y croit et qu'on a envie que tout ça soit comptabilisé aussi au ciel, mais parce qu'on a besoin de cette visibilité pour rayonner, pour évangéliser. Et en fait, beaucoup de personnes, l'archevêque de Paris l'a rappelé encore très récemment, se convertissent ou se reconvertissent, comme par exemple tous les confirmés qu'il y a eu à Paris ces derniers jours pendant la Pentecôte. Il l'a dit dès le début de son homélie, il a rappelé que beaucoup d'entre eux, en fait, ont renoué le contact par Internet, par les réseaux sociaux, par la visibilité qu'on essaie péniblement parfois de mettre en œuvre. Et la régularité que ça impose aussi, puisque être présent, ça veut dire être présent quasiment tout le temps, à plein temps pour certains, c'est ce qu'on a pu entendre ici même. On va se quitter quelques instants pour les infos.